Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle journée! Quelle journée! Alors évidemment, on est obligé de commencer, de commencer par là. Isaac Hadjar monte chez Red Bull en F1, c'est officiel. Isaac monte dans l'équipe mère, dans l'équipe grande sœur. Voilà, bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire. La journée est partie dans tous les sens. Il y a eu des grosses annonces de McLaren aussi, de l'académie McLaren, avec Fornaroli notamment. Il y a plein de choses à évoquer en F1 Academy même, concernant Lisa Billard et Jade Jacquet, nos deux Françaises qui seront en F1 Academy l'an prochain. L'une chez Gatorade, peut-être avec Mercedes, l'une avec Williams, plein de choses. Il y a une chose, le PowerPoint qui a été modifié 17 fois aujourd'hui, bah carrément, puisque vraiment au début je me suis dit, quand j'ai préparé le live lundi soir, je me suis dit, bon, ça va être assez rapide, on va parler de faire une petite preview de la F2, de débriefer un peu ce qui s'est passé au Qatar, parce que c'est vrai que le week-end dernier il y avait une manche de F2, et bah, et une victoire française, on ne l'attendait plus, mais il y a eu une victoire française, et tant pis, bah, l'actu de la semaine, on va la passer un petit peu rapidement. Ah oui, quand même. Bon, du coup, on va quand même essayer de tout faire tenir en 1h30 et de tenir jusqu'à 20h, mais ça va pas être chose forcément aisée. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. J'en profite pour remercier les nouveaux follow. Merci beaucoup à Kelly Lovegood et Hugo 721. Et j'ai encore tout modifié. Attendez, hop, voilà. L'annonce d'Aston Martin, et bah, fun fact, c'est la seule annonce de la journée dont je ne parle pas dans le diapo. Là, au final, c'est la F2 qu'on va passer rapidement. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. Un petit peu comme d'habitude, mais je pensais que ça serait la seule actualité Enfin, oui, la seule chose actuelle. Bon, au final, ça va être un grand live où on va faire le point sur l'actualité, mais oui, alors, j'ai même pas fait une diapo, les choses dont on ne parlera pas, parce qu'il y a que des choses intéressantes. Il y a que des choses intéressantes sur lesquelles on pourrait parler très longtemps. Donc, on ne va pas en parler, mais on va en parler très rapidement. Voilà, il y a Sian Shields, actuel quoi, 27e de Formule 2, 0 points après 2 saisons de F2, qui va faire la première séance d'essai libre 1 avec Aston Martin au Grand Prix d'Abu Dhabi. Écoutez, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais l'argent fait peut-être fait le roulage en FP1. Donc félicitations à lui. Il n'a pas de points il n'a pas vraiment beaucoup de points de super licence évidemment, mais vu qu'il a fait plus de 6 courses en F2, eh bien, il a le droit de faire une séance d'essai libre 1. Voilà, c'est l'un des critères, ou soit il faut avoir fait 6 courses en F2, ou soit il faut avoir 25 points de super licence. Vous vous doutez bien que 25 points de super licence, notre ami Sian Shields, il en est très loin. Mais par contre, il a assez d'argent pour arriver en F2 et pour faire 6 courses. Et bah félicitations, monsieur Sian Shields, vous avez une séance d'essai libre 1 en Formule 1. Ça veut dire qu'il aura autant de séances d'essai libre en F1 que Victor Martins. La vie est parfois injuste, mais elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. D'ailleurs, donc petite pensée aussi pour Jack Crawford, pour Marie Boya. Alors je crois que Jack Crawford va peut-être faire quand même les séances, les essais d'après-saison de Formule 1, mais Marie Boya, troisième de F3. On peut penser ce qu'on veut de Marie Boya, que c'est peut-être un pilote un petit peu moyen, etc. Il est quand même troisième de F3, il a fait deuxième du Grand Prix de Macao derrière un certain Théophile Nael. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais bon voilà. Quel message tu envoies à l'académie Aston Martin que tu crées quand tu fais rouler un pilote externe à cette académie? Encore une fois, c'est pas fou, mais c'est vrai qu'Aston Martin, c'est une équipe qui fait des miracles avec ce qu'ils ont. Ils n'ont pas beaucoup de matériel, ils n'ont pas les moyens de recruter des grands pilotes, ils n'ont pas les moyens de recruter des Alonso, ils n'ont pas le moyen de recruter des grands ingénieurs comme des Adrian Newey par exemple, ils n'ont pas les moyens d'avoir un propriétaire multimilliardaire comme un Lawrence Stroll. Non, 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 Aston Martin, voilà, c'est une toute petite équipe qui fait ce qu'elle peut et voilà. Bref, voilà, on a parlé de la seule news nulle, la seule news nulle de la journée, mais bon, voilà, et qui rappelle que le sport automobile est quand même beaucoup un sport basé sur l'argent. Et voilà, que Sian Shields profite, c'est une opportunité unique dans une vie. Et voilà, je pense que les seules attentes qu'il y a à avoir, c'est essayer de ne pas la mettre dans le mur. Mais bon, voilà, bref. On commence par l'excellente nouvelle du jour. Alors peut-être que certaines mauvaises langues vont dire que c'est une mauvaise nouvelle. Je suis désolé, on peut pas prédire l'histoire, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, mais
on doit commencer par là. Isaac Hadjar, notre chouchou depuis des années, passe chez Red Bull. Oui, c'est dans le fameux deuxième baquet de cette deuxième Red Bull. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Mais si vous avez peur de vous affronter aux meilleurs, d'affronter les meilleurs, d'affronter les plus grands challenges, vous n'arriverez à rien dans votre carrière. Donc, il faut le faire. Il a fait une excellente première année, une très bonne première année, selon où on met le curseur. Pour moi, elle est excellente sa première année. Surtout, euh, elle est excellente selon mes critères, mais selon les critères de, je sais pas, la fanbase, de la communauté britannique, qui essayait de retrouver les pronostics de certains comptes Twitter notamment, qui classaient tout le championnat, qui classaient tous les pilotes du championnat. Globalement, Hadjar, ça dépassait pas la 17e place. C'était entre la 17e et la 20e place. Et vraiment 20e, quoi, dernier. Voilà, bref. Voilà, le retour de bâton, tout ça, tout ça. Donc, Isaac Hadjar se bat actuellement pour une 10e place. Et pour être très honnête, pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais la fin du Grand Prix du Qatar m'a fait un peu mal. Mais voilà, il aurait dû faire sixième et il aurait quasiment sécurisé à 100% cette 10e place au championnat. C'est pas très grave, surtout que c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais voilà, il fait du très bon travail. Le podium à Zandvoort en est le plus grand symbole, mais c'est plus que ça. Il l'a montré sur les 23 week-ends. Merci beaucoup Kelly Lovegood pour ton premier sub, merci beaucoup à toi. Sur F1 2025, il était large dernier, bah oui, le jeu, enfin le jeu F1 25, où Hadjar a la pire note de tous les pilotes. Dans quel monde vivent ces gens? Bref. C'est pas grave, c'est pas grave, la meilleure réponse c'est sur la piste, et c'est ce qu'il a fait cette année. Maintenant, il arrive chez Red Bull l'an prochain, donc ce week-end, son dernier Grand Prix chez Racing Bulls. Évidemment, ça fait peur. Évidemment, ça fait peur, parce que depuis Ricciardo, il y a eu Gasly, il y a eu Albon, il y a eu Perez, il y a eu Lawson pendant deux Grands Prix, il y a eu Tsunoda. Donc évidemment, tout le monde, beaucoup, beaucoup de monde, s'est cassé les dents sur ce fameux deuxième baquet. Maintenant, c'est le meilleur moment pour arriver dans ce deuxième baquet Red Bull. Il y a une nouvelle réglementation, un nouveau motoriste en plus Ford qui arrive. Nouvelle réglementation, châssis, moteur, aéro, etc. Donc tout le monde repart un petit peu à zéro. Et en plus, il y a des nouvelles têtes à la tête de Red Bull avec Christian Horner qui est parti, Laurent Mekies qui est arrivé, Laurent Mekies qui connaît bien Isaac Hadjar. Déjà, les deux sont français, ça peut aider, mais en plus, enfin, voilà, ils se connaissent de l'époque Racing Bulls en début d'année. Il a la bonne mentalité. Après, c'est la voiture développée par Max, donc il s'adapte ou il saute. Cela dit, Mekies n'est pas Horner, Helmut est toujours là, cela dit. Après, Helmut, Isaac, c'est l'un de ses chouchous. Donc je m'en fais pas trop côté Helmut Marko, mais aussi la voiture, elle repart de zéro. C'est une nouvelle réglementation et on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, évidemment, il y a un parallèle très évident que j'aime faire, que j'ai du mal à imaginer avec Verstappen, mais on ne sait jamais. Et on ne sait pas d'ailleurs quelle sera la mentalité de Verstappen après cette saison 2025. Comment ça va se passer par exemple si Red Bull descend dans la hiérarchie, puisque évidemment aujourd'hui Red Bull est un top team et joue les victoires et joue le titre mondial jusqu'à la dernière course, très bien, mais en 2026, on l'a dit, tout change, tout change. Et il y a un nouveau motoriste avec Ford. Alors évidemment, Red Bull a ses propres connaissances en termes de moteur, grâce aux conseils, grâce à l'aide qu'ils ont eu de Honda ces dernières années. Mais ça reste la première fois qu'ils vont faire un moteur tout seul avec Ford, qui débarque dans la discipline après voilà 20 ans d'absence. Voilà, pour l'instant c'est très flou. Quel serait le niveau de performance du moteur Ford? Voilà, il y a l'air d'avoir plus de garanties du côté de Mercedes, mais ça c'est pas forcément évident. Oui, voilà, Max peut vite partir si la manière de conduire des F1 2026 ne lui plaît pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, FCB Noah 7, oui, tu as lu un petit peu vite dans la diapo. On en parle d'Alex Dunn juste après. Euh, Perez en début 2022, c'était vraiment bien. Même début 2023, c'était pas mal, mais enfin voilà, ça devenait plus compliqué au fil de la saison. Mais voilà, moi je fais un parallèle avec 2014. 2014, Red Bull a un quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, et un petit nouveau rookie, Daniel Ricciardo, qui arrive. 2014, toute nouvelle réglementation. Red Bull ne joue plus devant, ne joue plus le titre puisque c'est Mercedes qui ultra domine tout. Euh,
Vettel a la saison la plus compliquée de sa carrière et se fait battre par Daniel Ricciardo qui prend 3 victoires. Évidemment, Vettel n'est pas Verstappen, Hadjar n'est pas Ricciardo. Voilà, les choses ont changé, mais c'est un parallèle qui peut être intéressant quand même. Verstappen qui a toujours été habitué à jouer à la victoire, si Red Bull Ford se met à jouer les P6, P7, ça sera peut-être pas la même. Enfin voilà, quelle sera vraiment la motivation de Verstappen de continuer? Est-ce qu'il va continuer à se battre? Voilà, on sait il y a plein de choses dans le sport automobile qui l'intéressent, on le voit très bien, il a vraiment envie du Nürburgring, de l'endurance, de ce genre de choses. Voilà, surtout que Ricciardo était moins bon qu'Isaac chez Toro Rosso. Si ça tenait qu'à moi, après j'ai peut-être des souvenirs un petit peu biaisés, mais pour moi Jean-Éric Vergne méritait plus que Ricciardo à l'époque, mais bon, ça s'est pas fait, tant pis, hein. Et Ricciardo a montré de très belles choses ensuite, donc voilà. Donc voilà, pour moi, Isaac, c'est le meilleur moment pour arriver. Je ne pense pas, enfin, je ne pense pas, voilà, même s'il arrive à super bien s'adapter à la voiture, à l'équipe, voilà, ça reste Verstappen en face, ça reste quand même une super référence, le meilleur pilote actuel, en tout cas de la grille, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais voilà, surtout Red Bull devrait descendre dans la hiérarchie. Maintenant, on peut prendre qu'avec des pincettes, puisque tant qu'on n'a pas vu les F1 rouler, les F1 de 2026 rouler, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Donc voilà, excellente nouvelle pour Isaac. En tout cas, il monte dans l'organigramme Red Bull. Maintenant, il faut continuer à faire ce qu'il fait, piloter et briller. Et voilà, qu'importe la position de Red Bull, j'ai envie de dire. Tsunoda du coup a sauté. Tsunoda ne sera pas en Formule 1 l'an prochain. Il passe à un rôle de réserviste chez Red Bull et Racing Bulls. Maigre consolation du côté de Honda, du coup, qui avait tout tenté pour essayer de le garder sur la grille de F1. Tsunoda avait pas mal de soutien, il a quand même beaucoup de marché, de marketing en tout cas, il y avait beaucoup de choses qu'il aurait pu rester, mais voilà, après 5 saisons de F1, Red Bull a considéré qu'on avait fait le tour de la question, et je suis un petit peu d'accord avec eux. C'est un bon pilote, il a mérité sa chance en F1, il a mérité d'être là. Au bout d'un moment, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Tsunoda, sa dernière chance en F1, c'est fin 2026 si Alonso part en retraite. Non. Enfin, c'est pas impossible, puisque c'est vrai que Honda part chez Aston Martin, mais je n'y crois pas, parce que Aston Martin, ils ont besoin de top pilotes. Donc ils vont aller chercher un Leclerc, ils vont aller chercher un Piastri, ils vont aller chercher, ils vont aller chercher quelqu'un. Ils vont pas aller chercher un Tsunoda qui n'a aucun podium en 5 ans de F1 et qui aura été un an sur le carreau. Peut-être pour remplacer un Lance Stroll, pourquoi pas, mais voilà, encore faut-il que Stroll saute, et ça c'est Papounet qui décide, quoi. Euh, Si la place chez Dale Coyne en IndyCar était vraiment une possibilité et qu'il la laisse passer pour rester réserviste, je trouve le choix pas top. Après, l'un n'empêche pas l'autre en soi, hein. Il y a des pilotes d'IndyCar qui sont aussi réservistes en F1, c'est le cas de Pato Howard notamment, mais ils sont plus concentrés sur l'IndyCar que sur la F1, donc ça les éloigne de la F1. Donc voilà, est-ce que Tsunoda pense avoir une vraie chance de revenir en F1? Peut-être qu'il espère que Harvey Lindblad justement va complètement exploser en plein vol, ou qu'un Lawson va se faire détruire par Lindblad et qu'il pourrait revenir en F1 comme ça. Ça paraît très hypothétique quand même. Puisque voilà, chez Racing Bulls, on va avoir un duo Lawson-Lindblad. Pour Lawson, je suis juste content pour lui, même si j'aime pas spécialement le pilote. Voilà, il a montré, il est vraiment bien monté en puissance depuis Monaco à peu près, depuis Monaco, et il se rapproche d'Isaac Hadjar, même si voilà, Isaac Hadjar est rookie, Lawson a plus d'expérience que lui, il devrait être devant, mais quand même, il montre qu'il a un vrai niveau de pilote de F1, et surtout, Liam Lawson, en termes de préparation de saison, c'est catastrophique à chaque fois. 2023, il arrive en cours de route pour 5 Grands Prix. 2024, il arrive en toute fin de saison. 2025, il va chez Red Bull 2 Grands Prix, puis il va chez Vecard. C'est horrible pour commencer une carrière. Là, il va avoir des conditions saines, un vrai statut de pilote aussi expérimenté, qui connaît bien l'équipe, de leader de l'équipe aussi. Enfin, ça va peut-être lui mettre une certaine pression aussi, mais de leader de l'équipe. Maintenant, maintenant, voilà, il a enfin un environnement stable. À voir ce que ça donne. Moi, je demande juste ça pour lui, une saison.
et on voit comment ça se passe. Mais au vu de ce qu'on a vu, bah, ces derniers Grands Prix, ces derniers 10-15 Grands Prix, ça paraît complètement logique de garder Lawson plutôt qu'un Tsunoda, dont on a fait le tour. Et il y a Arvid Lindblad qui sera le seul rookie de la grille de Formule 1. J'ai pu en parler sur Twitter, sur Blue Sky, même sur les dernières previews, les dernières fois qu'on parlait de la F2. Je suis toujours pas forcément convaincu. Alors après, Lindblad, c'est un talent gigantesque. C'est un talent gigantesque. Certes, il a une pointe de vitesse folle, il peut aller très très haut, mais c'est pas prêt. Pour moi, c'est pas prêt. Maintenant, c'est comme Berman, je trouve. Pour moi, non. Berman et Antonelli, d'ailleurs, enfin, parce que je vois beaucoup de gens comparer Lindblad à Antonelli et Berman. Sur le potentiel à long terme, je sais pas, voilà, vraiment sur le potentiel, pourquoi pas. Sur la pointe de vitesse, enfin voilà, je pense qu'il n'a pas vraiment de plafond de verre, on va dire, et qu'il peut aller vraiment très très haut. Maintenant, Antonelli et Berman, ils avaient déjà montré de très grandes choses sur des saisons complètes, en F4, en F3, en F2 pour la première année de Berman, la deuxième année de F2 de Berman, on va dire que c'était particulier. Après sa pige en F1 avec Ferrari, on peut imaginer qu'il était plus dans les mêmes conditions, dans la même motivation pour performer en F2, avec un baquet de F1 déjà assuré. Mais le truc, c'est que Lindblad, ça a 3 saisons complètes en monoplace. Très bien. 2023, il est en F4 italienne, il mène le championnat à la mi-saison et s'écroule complètement. Il y avait quelques rumeurs quand même sur le moteur, etc. Sur le moteur qui aurait été plus compliqué sur la fin d'année, mais quand même, il y avait quelques erreurs. Bon, voilà, mais ça reste une année de F4, ça va, il y a pas mort d'homme, mais du coup, il perd complètement le titre, alors que Kasper Stuka finit très très fort et prend le titre. En F3, il commence très très fort et on le voit vraiment, ses premières moitiés de saison sont exceptionnelles. Il y a des dépassements incisifs, c'est solide dans la tête, etc. Et puis au final, la saison continue, la saison continue. Et petit à petit, bah, ça tombe, ça tombe, ça tombe et ça marque plus de points. Et donc ça finit pas dans la course au titre véritablement, même si ça reste le pilote le plus impressionnant de la saison, par exemple en F3 où il fait quatrième, où il fait meilleur rookie. C'est très très fort. Mais bah, au fil de l'année, dès qu'il a eu son siège assuré à la catégorie au-dessus, on a l'impression, il s'est dit, bon bah voilà, moi j'ai fini mon taf, à l'année prochaine les gars. Bah ouais, mais ça fait que pour moi ça manque de légitimité quoi. Et là par exemple, et là en F2 il a commencé très très fort aussi, et sur la mi-saison ça s'écroule. Il était derrière Pepe Marty, son coéquipier, au championnat avant que Pepe Marty ne parte en Formule E. Et sur la première qualif, là au Qatar, on va en reparler hein, du week-end du Qatar en F2, il est battu par Tsolov. Tsolov lui met 5 dixièmes. Tsolov, sur sa première qualif de F2, qui découvre la voiture, lui met 5 dixièmes. Certes, Lindblad est bien avantagé par la safety car, il arrive à remonter, etc. Mais voilà, pour moi, c'est pas le même niveau. Peut-être que ça le sera dans quelques temps. Peut-être que ça sera le même niveau à long terme, on va dire, qu'un Antonelli, qu'un Berman ou que sais-je encore. Mais pour moi, c'est pas prêt, c'est pas assez prêt. Et je pense que ça va briller en F1. Hein. Mais voilà, comme le dit Mes 12 mai, faudra pas s'étonner qu'en 2026 il commence fort, mais qu'il finisse la saison en rampant. Peut-être que quand il aura assuré son baquet pour l'an prochain, voilà. Je sais pas si je sais pas si c'est une explication qui tient la route ce que je dis, mais je oui, après, c'est vrai, comme le dit Kelly Lovegood, oui, il est face à des redoublants à chaque fois, puisque lui ne redouble jamais, vu qu'il monte toujours dans la catégorie au-dessus. Certes, mais il faut finir tes saisons quand même. Il faut finir tes saisons, et voilà. Alors après, on sait que la F2, c'est compliqué, voilà, il y a beaucoup de critiques concernant les moteurs, concernant tout ça, beaucoup d'inégalités de performance entre les voitures, ok. Mais dans ce cas, par exemple, ce que Red Bull faisait à l'époque où ils entretenaient des relations, des vraies relations avec Honda, c'est qu'ils envoyaient les pilotes en Super Formula. Et ça marchait pas, on voyait. Et la Super Formula faisait un bon step entre la F2 et la F1, et là, ça aurait été, c'était parfait. C'était parfait pour Lindblad qui entrait parfaitement dans cette case-là. Là, c'est vraiment le précipité. Maintenant, je pense que ça va quand même briller sur quelques grands prix, mais ça va être par intermittence. On verra, ou peut-être qu'il va complètement se révéler et faire une vraie première saison complète de A à Z. Mais pour l'instant, en F4, en F3, en F2, on l'a toujours pas vu, quoi.
Envoyer quelqu'un au Super Formula, le souci c'est l'adaptation au Japon, ça a tué la carrière de Vips. Ouais, mais ça a revitalisé la carrière de Gasly. Gasly, après son titre de GP2, lui il était champion en GP2, devenu F2 ensuite, mais il n'avait pas fait assez pour prouver sa valeur pour la F1, et il a failli gagner le titre en Super Formula. Et attends, Vips, attends, Super Formula? Oui, attends. En tout cas, ça a tué la carrière de plusieurs pilotes. Vips, je suis plus sûr. Hmm. Non, ça me dit rien, Vips. Mais ça a tué la carrière de plusieurs pilotes, mais ça pouvait être, c'était un révélateur de comment t'arrives à t'adapter aussi avec une nouvelle culture, etc. Plein de choses à découvrir, à apprendre. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Euh, Vips a été envoyé, mais il y a eu le Covid. Mhm. Bah après, Vips, il a tué sa carrière un peu après, par rapport à ses sorties hasardeuses sur Twitch et aussi ses crashs en F2, ce qui était bête. Euh, Ce qui était, je pense, le principal sujet, je pense. Attends, Vips, il a fait une course de Super Formula. Tiens, tu. Euh, En remplacement de Pato Howard. Oui, mais c'est vrai, d'ailleurs, Pato Howard, qui est un ancien de Red Bull aussi, qui avait fait. Enfin, il y a un moment, ils envoyaient tout le monde. Dan Ticktum, je crois. Attends, attends, je suis en train de confondre les époques, je suis en train de me perdre dans l'espace-temps là. Parce qu'il y avait eu Ticktum, il y avait Lucas Hauer, Patricio Howard, etc. Red Bull, ils envoyaient tout le monde. Ils envoyaient tout le monde par là. Et ça avait flop pour certains. Ouais, ouais, Ticktum a aussi flop au Japon, oui, je suis pas bête. Ouais. Euh, donc, Nick Cassidy, oula. Nick Cassidy, sauf que ça a top ça. Et c'était pas Red Bull. Bref, et pour moi, il y a un gars qui était Ayumu Iwasa, voilà, puisque voilà, j'ai envie d'en parler d'Ayumu Iwasa, ancien champion de F4 France, donc c'est peut-être pour ça que je l'apprécie particulièrement, mais lui, il était prêt. Alors certes, ces deux saisons de F2 sont pas exceptionnelles, mais déjà elles sont meilleures au classement pur par rapport à celles de Lindblad, cinquième puis quatrième je crois, euh, cinquième puis quatrième je disais, et lui il est passé en Super Formula, il a fait quatrième et là il a été champion il y a quelques semaines. Il a été champion. Maintenant, très honnêtement, si Honda avait toujours été avec Red Bull, je suis quasiment persuadé que c'est Iwasa qui serait monté chez Vcarb. Maintenant, Honda se barre, se barre chez Aston Martin. Il y a Ford qui arrive. Iwasa n'est plus dans les plans. D'ailleurs, Iwasa, qui était réserviste hein, cette année chez Red Bull et Racing Bulls, n'a même plus son rôle de réserviste vu que Tsunoda prend sa place. Donc Iwasa, bah, la F1, c'est mort. J'ai Je peux comprendre Red Bull, car c'est vrai qu'en Iwasa, je sais pas si on a l'étincelle en plus, si on a le petit truc en plus, le petit truc que tu vois avec Lindblad, que tu peux voir avec Adjar, que tu peux voir avec pas mal de pilotes qui sont aujourd'hui en F1. Iwasa, est-ce qu'il était plus dans une catégorie en dessous mais oui, sa deuxième saison de F2, il progresse pas assez, mais est-ce que c'est le moteur qui a plus joué sur sa saison? Est-ce que. Enfin voilà, je trouve ça un peu dur, mais voilà, je comprends en partie Red Bull. Je pense pas qu'il avait le truc en plus, alors que Lindblad, il est peut-être beaucoup moins poli comme diamant, mais c'est voilà, il peut aller plus loin. Mais il est moins prêt pour la F1 aujourd'hui. Donc voilà. Et ce que j'avais envie de d'évoquer aussi, c'est Alex Dunn, notre ami Alex Dunn. Il manque une catégorie intermédiaire occidentale à la Super Formula. Ouais, moi, je regrette hein, qu'il n'y ait pas plus de championnat monoplace, qu'il n'y ait pas plus de championnat monoplace, style comme la 1 Grand Prix à l'époque, ou même la Super League Formula, même si c'était un peu plus perché, avec les clubs de foot. Mais la 1 Grand Prix, c'était un bon concept. Ça manque, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça manque, mais il faut le budget, il faudrait un investisseur derrière, faudrait. Euh, Donc oui, Alex Dunn, notre ami Alex Dunn, qui a quitté McLaren, on le rappelle, parce que McLaren voulait garder Alex Dunn, mais Alex Dunn, mais McLaren voulait le placer en IndyCar, je crois que c'était en IndyCar, je crois. Mais ils ont aussi des baquets en WEC, etc., en Formule E, enfin en Formule E, ils n'ont plus, en WEC, en IndyCar. Le but c'était de l'envoyer là-bas, sauf que Dunn, il croyait dur comme fer en ses chances de F1, du coup il s'est dit non,
non McLaren, je me casse. Et d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai déjà des discussions extrêmement avancées avec Red Bull. T'as déjà la famille, les parents qui postent des stories Insta où ils sont tout contents parce que Alex Dunn va rejoindre Red Bull. Et ben, Alex Dunn, visiblement, alors lui ou son management, ils ont fait des ils ont été peut-être un peu, ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on va dire. Parce que certes, Helmut Marko, d'ailleurs, il l'avait dit à la presse, hein, Helmut Marko, oui, Dunn, c'est quasiment fait. Dunn, c'est quasiment fait. Il va pas tarder à venir, à venir chez nous. Sauf que je pense qu'il fallait faire des choix. Fallait faire des choix entre un Lindblad et un Dunn. Un Lindblad que tu connais depuis des années et que tu formes depuis petit. Petit. Depuis le karting, presque le karting, oui. Euh, bon, depuis la F4 minimum. Non, je crois même le karting. Et bien, ils se sont. Voilà, ils ont préféré prendre Lindblad. Et puis surtout, il y a même un Tsolov qui arrive derrière, qui a déjà fait des débuts en F2 exceptionnels. Même derrière encore en F3, il y a du Colnaghi. Du Colnaghi, c'est extrêmement solide aussi au vu de ce qu'il a montré, du Rivera, etc. Oui, Arvid était sponsor Red Bull en karting, ok. Donc voilà, je pense qu'il a fallu faire des choix. Helmut Marko, il voulait prendre Dunn, mais on lui a dit chez Red Bull, d'autres personnes lui ont dit non. Donc Alex Dunn ne sera pas chez Red Bull. D'ailleurs, Laurent Mekies l'a confirmé à BBC Sport, justement, BBC, la BBC qui a fait un article où ils disent, et ça ne me surprend pas vraiment, que Alex Dunn est en discussion avec Alpine. On en avait parlé, je crois que c'est le premier à en avoir parlé, c'était Antoine, c'était le Pit Stop F1 pour ses prédictions de la grille de F1 de 2026, qui voyait Dunn chez Alpine, il le disait il y a quelques mois, avec Tonton Briator, et c'est vrai que on en avait parlé en live ensuite, que c'était tellement typique, tellement cliché pour Briator, pour Alpine, de prendre le gars sur lequel que tous les Français détestent un petit peu, notamment avec tous les incidents qu'il y a eu avec Victor Martins cette année. Évidemment, c'est pas une généralité, et moi-même, je suis un peu mitigé contre Dunn, puisque c'est un talent exceptionnel, mais voilà, qui débranche très régulièrement le cerveau, on va dire, et enfin, mais qui est pote aussi avec plusieurs Français, avec Enzo Dellini, Andrea Dupé, etc. Donc voilà, faut pas non plus faire des généralités, mais c'est un personnage, on va dire. Sur la piste, surtout, c'est un sacré personnage. Donc, en vrai, Dunn chez Alpine, je peux le comprendre. Maintenant, avec quel budget? Puisque le budget a jamais été spécialement le point fort d'Alex Dunn. Et puis, il est irlandais. Quel marché ça apporte vraiment? C'est pas forcément très 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 pertinent. Il va vite, c'est tout ce qu'on lui demande. Non, on lui demande aussi de ramener la voiture en un seul morceau à la maison et de pas se prendre de pénalité. Et ça, c'est plus compliqué. Même si le week-end au Qatar qu'il a fait était très bon. Voilà, il a été très bon, propre, ok, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, c'est... il faut aller jusqu'au bout des courses et voilà, c'est ou soit excellent ou soit cataclysmique, quoi. Vivement que Colnaghi arrive, que Colapinto soit lâché pour un meilleur argentin, il change de licence ou c'est de la rumeur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai que j'ai vu des tweets argentins l'évoquer, mais je ne sais pas si Colnaghi l'a vraiment confirmé ou pas. Mais c'est vrai qu'évidemment, euh, pour Colnaghi, ça serait en question de marché, de licence, etc., ce serait beaucoup plus pertinent de prendre la licence argentine, puisqu'il y a un marché beaucoup plus important, et qu'il n'y a pas d'autres pilotes argentins en dehors de Colapinto, mais qui n'a pas une saison exceptionnelle, même si sa saison est correcte. Euh, donc il a de l'argent, Dunn? Non, 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 il galérait. Hein. Il galérait pour passer en... Il avait énormément galéré pour passer en F3. Il était passé par de la GB3 avant. Euh, à moins que, voilà, comme Colapinto, qui lui aussi galérait à l'époque pour passer en F3, voilà, les sponsors du pays se sont rassemblés pour lui, mais je ne pense pas, enfin ça reste l'Irlande, hein. L'Irlande c'est pas le marché argentin non plus. Euh, donc non, 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 Dunn pas spécialement. Maintenant c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui, il s'est mis en évidence notamment lors d'une séance d'essai libre 1 avec McLaren cette année. Oui, maintenant je sais pas trop avec quel budget. Et puis voilà, Colapinto, il faut le dégager. Bah, c'est pas évident. Colapinto, ça reste sa première saison complète. Ça reste une saison particulière pour Alpine. Mais voilà, il est pas infamant. Il est pas infamant. Les premiers Grands Prix étaient très 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 compliqués. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Euh, et Tsunoda chez Alpine, impossible ou possible?
pour moi, faut arrêter Tsunoda chez Alpine. Maintenant, là aussi, en termes de marketing, pourquoi pas? Sportivement, attends, Gasly, il a prolongé jusqu'en 2028, on est d'accord. Donc, normalement, Gasly, ça reste longtemps chez Alpine. Faudra aussi voir la situation d'Alpine. Si Alpine devient intéressante avec le moteur Mercedes et si Alpine fait le step en avant qui est espéré par Briatore et compagnie, euh, je sais pas, peut-être que ils vont pas se satisfaire d'un Dunn, d'un Tsunoda et qu'ils peuvent aller chercher, ça paraît complètement invraisemblable aujourd'hui, mais peut-être qu'ils peuvent aller chercher un meilleur pilote, un pilote libre sur le marché. Donc, si l'aéro et le moteur sont bons, Colapinto, ça va vite faire tâche. Oui, ça fait beaucoup de si. Pour l'instant, c'est pour ça toutes les rumeurs que je vois, style Piastri va partir, Leclerc il va partir, ils vont changer d'équipe, etc. On n'en sait rien. Le marché 2027, on n'en sait rien tant qu'on ne connaît pas les performances de 2026. Gasly peut casser son contrat si la voiture est catastrophique, j'imagine bien, mais aussi il faut qu'il ait des opportunités ailleurs. Même si je pense qu'il en aurait et qu'il serait un pilote libre intéressant pour n'importe quelle équipe, au moins de milieu de peloton. Après, tout le monde parle des rookies pour 2027, mais la plupart des contrats pour fin 2027, c'est donc plutôt 2028 si ça bouge, ouais, ouais. Il aurait pu aller chez McLaren, oui, après il aurait pu aller chez McLaren il y a quelques temps déjà. Euh, Enfin, pas récemment, Lucas. Mais oui, il y a peut-être, ouais, 2023. Ça pique, hein? Ça pique, ça pique. Mais c'est Red Bull qui voulait pas, non? C'est pas Red Bull qui avait refusé, je me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais bon, ouais, avant Oscar. Bon, on refait pas l'histoire. On refait pas l'histoire. Déjà, Gasly est vainqueur de Grand Prix et c'est déjà très bien. En lui espérant, voilà, en espérant que ça ira bien pour lui avec la nouvelle Alpine en 2026. Gasly qui devait signer chez McLaren en 2023, le what if, ouais, clairement. Il y a un univers parallèle qui s'est créé là. Donc, Alex Dunn qui n'est plus chez McLaren. Ok. Mais par contre, dans le même temps, McLaren a surpris son petit monde en annonçant 3 nouveaux pilotes. Et 3 nouveaux pilotes qu'on n'attendait pas forcément. Mais déjà, oui, j'avais envie de dire, j'ai mis une petite ligne, la diapo hebdomadaire sur McLaren qui change tout dans son académie. J'ai l'impression que chaque live qu'on a fait ce mois-ci, enfin sur le dernier mois, c'est McLaren qui vire des pilotes, qui recrute des pilotes, qui en vire d'autres, qui en recrute d'autres. Et bah là, nouveau recrutement. Nouveau recrutement, il recrute notamment Leonardo Fornaroli. Bon, ça, on va pas s'en le cacher, c'est logique. Champion F3, champion F2, enfin champion F3 sur sa deuxième année avec la meilleure équipe, champion F2 sur sa première année avec la meilleure équipe là aussi, mais quand même, il est champion à 20 ans, c'est quand même une belle performance. Donc il va être réserviste de McLaren et je pense qu'ils vont un petit peu alterner avec Patricio Howard, le pilote mexicain, sur les grands prix, pardon, sur les grands prix américains, enfin sur le continent américain. Maintenant, ce qu'il faut. Dunn, il a quitté McLaren parce qu'il n'y avait pas d'opportunité en F1. Là, on parle de pilotes, enfin Fornaroli et Richard Verschoor, parce que oui, Richard Verschoor rejoint le McLaren Driver Development Programme. Euh, je me suis perdu dans ma phrase. Euh, donc, ils ne peuvent. C'est pas forcément dans une optique F1. Et c'est quelque chose qui est très mal compris, mais la façon dont McLaren annonce ses pilotes, c'est McLaren F1 qui annonce ses pilotes, et t'as l'impression que c'est comme si Fornaroli ou Verschoor arrivaient dans une optique F1. Fornaroli, c'est pas impossible, mais voilà, il faudrait beaucoup de circonstances, enfin beaucoup de facteurs qui aillent dans sa direction, ce qui est vraiment pas évident. Et je vois pas Fornaroli aller chez McLaren, par exemple, en remplacement d'un Piastri ou d'un Norris à l'avenir. Je pense qu'il prendrait plutôt un autre pilote expérimenté sur le marché. Euh, mais un Richard Verschoor, par exemple, c'est pas pour de la F1, vous vous en doutez. Le gars, alors il a pas 57 ans, il a 24 ans et il en est à sa 5e saison de F2. C'est pour les autres projets de McLaren. Tout comme McLaren voulait envoyer Dunn en IndyCar et Dunn a refusé, bah très bien, bah on prend d'autres pilotes. Et Verschoor, non mais bah attends, je lis ton commentaire à Ico7O, je vous trouve dur avec Verschoor, je pense que c'est le pilote parfait pour le caler où McLaren le veut, avec beaucoup d'expérience, peut accompagner les futurs pilotes de l'académie, pilotes de simulateur, etc. Je suis d'accord. Mais en fait, et en vrai,
je me critique en quelque sorte, puisque c'est vrai que sur Twitter et sur Blue Sky, j'ai fait le petit mème, vous savez, avec les trois dragons, deux dragons stylés et un dragon débile, et le dragon débile, c'était Vershore. C'est un petit peu méchant, mais la façon dont tout le monde l'a pris, c'est que c'est dans une optique F1. Mais le McLaren Driver Development Programme va au-delà de ça, et ça va aussi pour les autres projets. Et donc, Richard Verschoor, c'est un top pilote en fait. C'est un très bon pilote, très expérimenté, qui a jamais eu beaucoup d'argent. Évidemment, c'est pas le pilote. Voilà, il ne mérite pas la F1. Il ne mérite pas la F1, mais c'est un très bon pilote qui aura une très grande carrière professionnelle. Donc que McLaren le signe, bah ça paraît cohérent pour les autres projets. Je le vois plus en WEC, personnellement. Oui, enfin oui, voilà, je le vois plus en WEC. Euh, mais voilà, cette académie McLaren, elle n'est pas comme les autres. C'est pas qu'une académie F1, c'est une académie pour tout. Parce que McLaren est impliqué sur tout plein de projets différents. Après, sur Twitter, les gens pensent que Pain va remplacer Antonelli parce qu'elle a gagné la F1 Academy, donc je pense pas que ce soit le meilleur comparatif à prendre. Certes, mais ça fait quand même beaucoup de gens qui réagissent et voilà. Après, voilà, Verschoor c'est dans une optique endurance. Je pense que Fornaroli, ça sera aussi dans une optique, je sais pas, IndyCar ou voilà quelque chose comme ça. On en parle beaucoup moins, mais Christian Costoya, par contre, lui, c'est le troisième pilote qui a été annoncé. Vous voyez le petit jeune en arrière-plan qui a quasiment la moitié de l'âge de Richard Verschoor, qui a 15 ans, né en juin 2010, champion d'Europe de karting cette année. L'un des plus gros talents du karting mondial actuellement et de ces dernières années. C'est super intéressant. Maintenant, ses premiers tests en F4 ont été plus compliqués pour le pilote espagnol, enfin discret. On va pas tirer des conclusions hâtives sur des tests en F4, mais euh, Costoya, je suis très content, j'ai juste peur d'une monte d'arrêt. C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en parler, puisque pour le moment, ses premiers tests en monoplace, c'est pas la folie. Au contraire d'un Dries Van Langendonk, parce que oui, McLaren a deux des kartmen les plus brillants de la génération 2010, avec Costoya et avec Van Langendonk. Maintenant, le kart brillant en karting, c'est très bien, brillant en monoplace en F4 et en Freca, etc., c'est autre chose. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ils ont les deux meilleurs pilotes de karting de la génération 2010, à mon sens. À voir comment ça évolue. Peut-être que ça va briller en monoplace, peut-être que ils vont être battus par des pilotes qu'ils battaient eux-mêmes en karting. Je pense notamment à des 2010 arrivant en monoplace. Ah bah oui. Les 2010, c'est même plutôt les 2011 qui vont arriver l'an prochain. Costoya, c'est plutôt à reparler dans 2-4 ans si jamais ça perd son monoplace. Bah, déjà, on aura des premières réponses l'an prochain, je pense, en F4 Emirati. Euh, il y a difficilement mieux enfin, comme pilote en termes d'expérience pour Verschoor dans les formules de promotion. Peut-être conseiller, accompagner les futurs pilotes. Après, je sais pas, parce que Verschoor, c'était quand même un ancien jeune pilote Red Bull, qui a un temps été présenté comme le futur Max Verstappen, parce que c'était Red Bull et il venait de prendre un jeune néerlandais. On se disait, ouais, pourquoi pas. Au final, ça s'est un petit peu cassé la binette, quoi. Et après, voilà, c'est toujours quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour le budget, pour refaire des saisons, je sais pas si ça va beaucoup aider des pilotes McLaren. Enfin, il a une expérience de galérien quand même, Richard Verschoor. Euh, il a une expérience de galérien. Normalement, si t'es dans une académie F1 comme McLaren, si t'es un galérien, tu te barres. Enfin, tu te barres. Quand on voit qu'ils ont viré des Martinus Stenson qui a fait 18e puis 5e de F3, ça va, mais voilà, tu te dis que l'expérience de Keleran Verschoor, je pense pas que ça va apporter beaucoup. Bon, va falloir qu'on avance quand même, puisqu'il est déjà 19h12 et on a plein de choses à évoquer. Plein de choses à évoquer du côté de la F1 Academy. Vous avez sûrement vu, c'est une news qui date un petit peu déjà, mais Lisa Billard rejoint la F1 Academy avec Hard Grand Prix, avec comme sponsor Gatorade, qui est une marque de boisson énergisante américaine qui n'est pas disponible en France. Du coup, pourquoi vous sponsorisez Lisa? Eh ben, on a peut-être un début de réponse, puisque le sponsor ne faisait aucun sens hein, pour Lisa d'avoir comme sponsor une marque de boisson américaine qui n'est pas dispo en France. Pourquoi? Eh bien, Lisa Billard, enfin Gatorade en tout cas, Gatorade a sponsorisé, enfin PepsiCo, enfin Gatorade qui est une marque du groupe PepsiCo, sponsorise Mercedes. Et donc, est-ce que ça peut vouloir dire
Est-ce que ça peut vouloir dire que Lisa Billard rejoindrait le giron Mercedes? Pourquoi pas? Ça peut faire sens. Maintenant, j'ai pas spécialement plus d'infos à ce sujet, mais ça paraîtrait logique. Maintenant, pourquoi l'avoir annoncé comme pilote Gatorade et pourquoi pas comme pilote Mercedes Gatorade, je ne sais pas forcément. Puisque Mercedes, il se retrouve dans un entre-deux. Je ne sais pas qui serait l'autre pilote Mercedes. La pilote Mercedes officielle en quelque sorte, je n'en ai aucune idée, puisque Dorian Pain s'en va après avoir gagné le titre, c'est logique. Luna Floucha, qui est la jeune pilote Mercedes qu'ils ont dans leur académie à 15 ans, donc elle est trop jeune pour monter en F1 Academy vu qu'il faut 16 ans. Donc ça paraît bizarre qu'aucune équipe ne soit allée chercher Lisa. Bah, c'est pour ça, je pense qu'il doit y avoir il doit y avoir Mercedes, doit y avoir peut-être un constructeur F1 comme Mercedes derrière, avec avec les Iron Dams derrière, je sais pas. Mais enfin, voilà, le fait qu'il y ait des constructeurs F1 qui alignent plusieurs pilotes, c'est déjà arrivé. Red Bull a aligné trois pilotes hein, avec Chambers, Palmowski et Ferreira, avec Red Bull Ford notamment. Il y avait Red Bull PP Jeans l'an passé. McLaren va aligner deux pilotes avec Ella Lloyd dans la McLaren officielle et Ella Stevens dans la McLaren Hexagon, qui est un sponsor saoudien de McLaren. Et Ferrari a déjà aligné Maya Veug et Aurelia Nobles avec Puma. Donc, est-ce que c'est Mercedes qui aligne deux pilotes? Mais dans ce cas, qui est l'autre? Qui pourrait être devant Lisa Billard? Je sais pas. Pour moi, Mercedes va rester avec une préma et ça a l'air bien parti pour être Westcott. Attends, il y a des vraies rumeurs avec entre Westcott et Mercedes? Je sais pas. J'en ai pas spécialement entendu parler, je demande. Peyton Westcott, on en parlera très rapidement en fin de live, mais qui a remporté une course en F4 mixte le week-end dernier à Dubaï. Personne ne sera devant Lisa Billard, elle va faire P1 partout. Bah ça va être intéressant. Ça va être intéressant, on va parler de sa coéquipière, hein, Jade Jacquet. Les deux filles se connaissent bien parce qu'elles ont traîné ensemble durant la saison de Formule 4 française. Jade Jacquet a été annoncée aujourd'hui pour rejoindre Art Grand Prix en F1 Academy avec le soutien de Williams. Donc elle a un vrai constructeur derrière elle. C'est très intéressant évidemment pour Jade Jacquet, nordiste de 16 ans. Il n'y a pas beaucoup de pilotes nordistes, donc s'il y a des gens de Lille et compagnie, bah profitez. Profitez. Profil intéressant, un petit peu atypique parce qu'elle a commencé le kart vraiment tardivement en 2023. À cette époque, Lisa Billard terminait sa carrière en karting en fait. C'était la plus jeune du championnat, enfin la plus jeune de la F4 France l'an passé, vu elle est née en décembre 2009, donc elle avait 15 ans. On lui souhaite un bon anniversaire en retard, je crois que ses 16 ans c'était hier ou avant-hier, hier, vu qu'elle est née en décembre. Euh, donc voilà, excellente nouvelle pour elle. Elle a montré une bonne progression pendant l'année de F4 France, surtout en course. Elle a frôlé les points, elle aurait dû avoir un top 10 sur la finale au Mans, ça s'est pas fait. Bon, je suis pas forcément toujours d'accord avec les décisions des commissaires, mais normalement, elle aurait dû avoir un top 10. Euh, je pensais pas un jour dire ça pour vanter un pilote, mais la première de Lisa Billard était proche de la réussite de celle de Tsolov, avant de se faire sortir comme Tsolov. Ouais, genre, alors, c'est un raccourci un petit peu... Ouais, c'est un raccourci, c'est un giga raccourci quand même. Et pour en revenir à Jade, donc elle a été deuxième globalement du trophée féminin de la F4 France. Il n'y a pas de points, quand même, il faut le dire. Si vous regardez son résultat, vous allez voir qu'elle est autour, je sais pas, de la 24e place. Donc, c'est pas super reluisant. Mais au vu de son expérience, au vu de sa jeunesse, il y a eu une progression intéressante sur l'année. Et voilà, moi j'étais présent à la finale de F4 France. Et vraiment, Jade Jacquet, ça finissait fort. Les tests ont été plutôt intéressants avec Art Grand Prix. Je demande de voir maintenant l'inconnu qu'on peut avoir à la fois pour Lisa, à la fois pour Jade, c'est Art Grand Prix justement. En F1 Academy, c'est l'une des pires équipes. Maintenant, est-ce que c'est plutôt le fait qu'ils aient eu des pilotes moyennes ces derniers temps? Cette année, ils avaient Aurelia Nobles, Lia Bloch et Courtney Crone. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Donc, est-ce que c'est juste les pilotes? Est-ce que c'est juste l'équipe? Est-ce que c'est des deux? Souvent, c'est dans ce genre de situation, c'est parfois un peu des deux. Mais voilà, ça va être intéressant. En tout cas, Lisa Billard, Jade Jacquet, qui sera la troisième ART, je ne sais pas.
Bianca qui est pas ouf, performer un peu avec ART. Performer un peu avec ART, faut le dire vite. Mais oui, je crois qu'elle avait fini 7ème de la F1 Academy à un moment. J'ai trop kiffé regarder sa dernière course de F4 France sur YouTube. Julien, tu es d'humeur taquine aujourd'hui. Euh, donc voilà, écoutez, excellente nouvelle pour elle, surtout voilà pour Jade, euh, qui n'a pas un soutien financier exceptionnel. Aller directement, enfin avoir un soutien d'un constructeur F1, c'est fou, c'est vraiment top et on espère voilà qu'elle va pouvoir surprendre. Elle va être l'une des plus jeunes du championnat. Encore, elle est habituée à ce statut, donc à voir ce que ça va donner maintenant. J'ai même pas eu le temps d'en parler sur Twitter tellement il s'est passé d'informations dans la journée, mais voilà, le double champion du monde des rallyes, Kalle Rovanperä, va faire ses débuts en formule de promotion cet hiver, en formule régionale Océanie avec Hightech. Si vous avez suivi la saga, vous savez que voilà, le champion du monde des rallyes va quitter complètement le rallye et passer à plein temps en monoplace. Il a déjà un programme prévu en Super Formula cette année, avec un objectif de F2 en 2027, probablement avec Hightech là encore, pour possiblement, avec le soutien de Toyota, aller en F1 en 2028, dans le meilleur des mondes. Maintenant, voilà, cette nouvelle aventure, elle commence ici, elle commence en Nouvelle-Zélande, au cœur de l'hiver. Rovanperä a 25 ans déjà. Et voilà, il va se battre avec des Freddy Slater, Kanatoli, Jin Nakamura, Louis Sharp, Evan David, tant de noms qu'on va retrouver cette année en Formule 3, enfin, qu'on va retrouver en Formule 3 en 2026. Je sais tellement pas à quoi m'attendre. Ça peut être la catastrophe industrielle, tout comme ça peut être l'histoire qui marque une génération. Je me dis, pour avoir tout plaqué en rallye et pour partir en monoplace à plein temps, c'est que tu as eu quelques garanties de tes chronos en test. Donc voilà. Euh, voilà. C'est comme Erta en F2, même niveau. Non, 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 non. Quitter le rallye pour débuter en circuit. Enfin, pour débuter en monoplace. Non, non, c'est fou. Colton Herta, c'est un petit joueur à ce niveau-là. En plus, il a déjà roulé en Europe, Colton Herta. Il avait déjà fait de l'Euro-Formula ou des choses comme ça. Là, le gars, la dernière compétition qu'il a fait, c'est le rallye d'Arabie Saoudite. C'est complètement dingue. Mais voilà, ça commence par là, la formule régionale Océanie en dehors des quelques pilotes qu'on a évoqués, bon, enfin, voilà, Slater, à la rigueur, Nakamura, Sharp, c'est des top pilotes, dont Slater qui est top, 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 top. Les autres, c'est pas mal de pilotes inconnus, moyens, locaux, avec pas beaucoup de références. Donc, enfin, voilà, quel sera le niveau de Rovanperä pour sa première j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça n'a aucun sens comme parcours, mais voilà. Donc ça va être un premier vrai test. Si c'est dur et s'il commence à se battre avec des gars inconnus comme, je sais pas, Sébastien Manson ou je sais pas qui, ça va être compliqué. Ça commence quand Ça commence, donc c'est avec les formules régionales ancienne génération, enfin génération actuelle on va dire, et ça commence le 10-11 janvier je crois. Ça commence le 10-11 janvier puisque ça commence une semaine avant la formule régionale Moyen-Orient. Euh, donc ça commence bientôt, hein, ça commence dans un bon mois quoi. Le but c'est 2 années de SF ou Super Formula plus F2. La façon dont il présentait les choses c'était F2 en 2027. Maintenant je sais pas. Et je pense que ça dépend tellement des résultats qu'il y aura. Parmi les autres informations, bon, je sais pas, j'essaie de voir si j'ai pas des messages d'Evan qui me vannent ou non, j'ai même pas fait exprès. Voilà. Evan Gilter a pris un avion pour le Japon. Énorme travail d'enquête des collègues de Feeder Series. Evan Gilter a pris un avion pour le Japon et on a pu voir ses dernières stories Insta où il était à Utsunomiya, une petite ville japonaise à 30 km à l'ouest de Motegi. Maintenant, le souci, c'est que Evan il m'a dit il n'est pas du tout à Motegi. Enfin, en tout cas, qu'il y avait d'autres circuits que Motegi. Motegi, je ne sais pas comment on le dit. Motegi? Non, Motegi, plutôt en japonais, je pense. Euh, voilà, mais je sais pas du tout. J'ai pas plus d'informations. Mo- Motegi, tu dis Motegi ou Motegi du coup? Guillaume, ça m'aide pas beaucoup ton message. Mais Motegi, normalement. Enfin, bon, bref.
Écoutez, voilà, normalement il aurait mérité Motegi, ok, il aurait mérité la F3. On le sait tous, évidemment, champion de Formule régionale Moyen-Orient. On rappelle le seul pilote à avoir battu Freddy Slater sur un championnat FIA. Donc voilà, maintenant le but, il s'en est pas caché lors de la fin de la FRECA à Monza, après avoir fait cinquième, après avoir décroché sa super licence, c'est de rebondir dans un autre continent, et a priori ça a plutôt l'air d'aller vers le Japon, plutôt en Super Formula Light, donc pas le même championnat que Rovan Pera qui lui passe directement en Super Formula direct avec les grands. Super Formula Light, donc l'ancienne F3 japonaise. Pour moi, c'est la seule chose à faire de toute façon. C'est la seule chose à faire. Si tu ne vas pas en F3, on rappelle qu'il reste encore 2 places chez Dams, mais a priori, normalement, les places chez Dams devraient aller pour Nicolas Lacorte et Gérard Chier. Normalement, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, mais voilà, ne vous faites pas forcément d'espoir là-dessus. Euh, il, ça aurait été une catastrophe pour lui de refaire une troisième saison en Freca ou en Eurocup 3 ou que sais-je encore. Il fallait changer d'air. Il fallait aller ailleurs et rebondir dans un autre continent. Certains, beaucoup font le choix des États-Unis, certains font le choix du Japon. C'est très bien. Il fallait un nouveau souffle et là, ça peut redynamiter sa carrière. Et si ça marche pas, bah tant pis, il partira en endurance. Mais pour rester en monoplace, c'était la seule chose à faire. Maintenant, j'ai pas plus d'infos. J'ai pas plus d'infos. Est-ce que plutôt côté Honda, côté Toyota, j'imagine côté Honda au vu des liens qu'a ART avec Honda. Mais Honda recrute très très peu de pilotes étrangers, voire même quasiment jamais. Donc quel statut il aurait? Avec quelle équipe ce serait? J'essaie de voir, on sait jamais s'il y a Evan qui est sur le live en scred et qui m'envoie des messages et qui... Non, non, a priori non. Il était au Japon. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc a priori, les discussions pour la Super Formula Lights avancent. Maintenant, je n'en sais pas plus. En plus, il y a eu des tests de Super Formula Lights à Motegi en début de semaine. Oui, bien sûr, il est debout à 2 heures du mat. Bien vu, c'est vrai que du coup, au Japon, il est... Oui, c'est vrai. Bien vu. Bah, hey, un live où on parle de ta carrière, ça ne se manque pas, enfin. Mais bien vu, mes 12 mai. Bref. Aussi, avant de parler de la Formule 2, les tests continuent à droite à gauche en Europe, en Espagne, en France, en Italie. Les tests sur simulateur aussi. Voilà, un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, 3 heures même, évidemment, le bon horaire pour être sur un live de Percy. Bah évidemment, 3 heures du mat. Evan, enfin. 3 heures du mat, normalement, voilà, live de Percy, comme tout le monde. Comme tout le monde. Bref, pas mal de tests à droite à gauche, notamment, j'en ai pas parlé sur le diapo, mais voilà, Enzo Denini qui teste pas mal avec Prema. Encore cette semaine, il est à Barcelone. Il y a aussi Alessandro Giusti qui a fait une journée de test à Silverstone, si je ne dis pas de bêtises, avec MP Motorsport sur d'anciennes GP3. Maintenant, pour les pilotes de l'étage inférieur, style Formule régionale, style F4, pas mal de petites infos au compte-gouttes, mais pas mal de petites infos quand même. Jules Roussel qui était sur le simulateur pour tester le circuit de Yas Marina, avec comme message de son coach Arnaud Tanguy, préparation pour la FREC en 2026. Donc, ça pourrait vouloir dire un programme Formule régionale Moyen-Orient FREC, avec qui, je ne sais pas. Pas avec RS, pas avec Prema, pas avec ART a priori, pas avec Van Amersfoort des infos que j'ai. Van Amersfoort qui devrait plutôt accueillir Andrea Dupé. Pas avec Rodin, pas avec, pas avec Trident qui a déjà annoncé ses pilotes. Est-ce que ça peut être MP par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on rappelle Jules Roussel, troisième de F4 France, mais de façon plus importante, champion du monde de F4 après sa victoire à la Coupe du Monde de F4 à Macao en novembre. Ouais, ouais. Bah, G4, je pense qu'on l'aurait vu, puisque G4 a pas mal testé cet automne. Je pense plutôt à MP, mais j'ai pas d'infos. Là, c'est vraiment juste des suppositions. Je pense plutôt à MP, puisque MP n'a pas de Freca. Ils ont vendu toutes leurs voitures à Cell Motorsport, justement. Donc, ils vont repartir un petit peu de zéro et on attend la livraison de la nouvelle voiture.
Donc je sais pas, est-ce que ça peut être MP? Je sais pas. Après, pour la Formule régionale Moyen-Orient, il y aura beaucoup de turnover parce qu'il y a certains pilotes qui vont faire 2 week-ends juste pour apprendre la nouvelle Formule régionale, la nouvelle voiture qui va arriver et pour se préparer à la FREC. Donc voilà, c'est pas forcément pour faire toute la campagne, tous les 4 week-ends, mais, euh, mais voilà. En tout cas, Jules Roussel teste et il a l'air de se préparer pour la Formule régionale européenne et non pas l'Eurocup 3. Donc à voir ce que ça donnera. Mais oui, moi je vois des places chez MP, chez G4, chez CL. Arthur Dorisson est en discussion avec G4, ça on le sait, il a pas mal testé avec eux, peut-être avec CL aussi. Voilà, voilà. Il y a aussi Andrea Dupé. Andrea Dupé, on en a parlé récemment, qui est plutôt en discussion très avancée selon mes infos du côté de Van Amersfoort Racing et qui a notamment testé avec AKM Motorsport en FREC, enfin avec des FRECA pour se préparer au passage en Formule régionale. On rappelle que son plan de base c'était plutôt de la F4 italienne chez Prema, mais Prema a signé un peu trop de pilotes d'un coup et donc au final ça s'est un petit peu retourné contre lui, mais qu'il va en profiter pour passer en FREC, à voir ce que ça donnera. Ça nous ferait 4 Français, 5 si Borgna reste. Bah logiquement oui, normalement Dupé, Munoz avec ART c'est quasiment fait aussi je crois. Il y a Dorisson chez G4 je pense. Roussel avec je sais pas qui, mais et donc 5 si Borgna reste. Borgna je sais pas du tout ce qu'il fait. Je sais pas du tout ce qu'il fait, parce qu'il fait des communications sur les réseaux pour dire qu'il est focus sur la FREC en 2026, mais j'ai pas plus d'informations le concernant. Et on rappelle qu'il n'y a que 30 places. Donc, et puis, quid de Dorian Pain aussi? Je sais pas. Alexandre Munoz d'ailleurs qui est en test aujourd'hui et demain. Je ne sais pas s'il est présent sur le live, mais il est en test aujourd'hui et demain avec ART au Castellet. Et encore une fois, ça a régalé. Alexandre Munoz a encore régalé. Voilà, si vous voulez, il y a les live timings qui sont disponibles hein, sur internet, sur Speed Hive. Et Alexandre Munoz a été encore une fois le meilleur pilote ART, ça devient une habitude, et donc il fait les 2 journées de test au Castellet pour réapprendre la piste. On rappelle que la F4 France n'a pas roulé au Castellet cette année. Le Castellet, lieu de la première victoire aussi d'Alex Munoz en F4 en 2024. Donc ça s'est très bien passé. Deuxième temps de la journée derrière Kin Nakamura Berta sur sa préma, donc journée très 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 positive. Et voilà, Munoz vraiment, il impressionne chez ART, donc c'est très bien. Chez ART fait rouler aussi plusieurs F4 plutôt pour préparer des pilotes à la F4 France. Et encore une fois, le meilleur pilote alors je ne sais pas qui sont ses coéquipiers, mais le meilleur pilote en F4, le meilleur chrono des pilotes en F4 sur ces tests au Castellet aujourd'hui, c'est Matteo Dauvergne, le pilote français, pilote normand soutenu par Total Energy. Et ça, c'est un gros sponsor. Et c'est très très cool pour lui, Matteo Dauvergne, pilote de 15 ans, que je suis depuis pas mal de temps en karting et qui va passer en F4 France. Et ouais, la news d'Auvergne est folle. Enfin, Total Energy. Enfin, c'est quoi le dernier pilote à avoir été soutenu par Total? C'était Romain Grosjean. Enfin, c'est complètement inattendu, ça sort de nulle part, mais c'est génial pour lui et ça booste complètement sa carrière. Donc là, évidemment, il peut se permettre de faire plus de tests de faire des tests pour bien préparer sa saison. Et voilà, les tests sont solides. C'est le meilleur temps des pilotes en F4. Il y a aussi plusieurs pilotes de field racing qui sont engagés. Il y a Guillaume Bouzard notamment, d'autres pilotes. Euh, ouais, ouais, franchement, je suis très très content pour Mathieu d'Auvergne. À voir où Total Energy peut-il l'amener. Est-ce que c'est dans un. Je pense, je pense pas que ça soit dans un process pour le placer chez Peugeot, vu que Total Energy est sponsor de Peugeot en WEC. Je pense pas que ça soit que ça, mais en tout cas, bravo. Bravo. Et puis, bah, c'est le début de l'aventure pour Matteo d'Auvergne. Et en tout cas, voilà. Merci aussi à RT quand même, qui aligne des pilotes français, Alex Munoz, Matteo d'Auvergne, en FREC et en F4. Et puis aussi, on a un autre pilote français qui teste en F4 espagnol avec Louis Cochet qui a testé avec MP Motorsport. Louis Cochet, on rappelle, un pilote qui a récemment rejoint le management The Grid, donc l'agence de Gasly, Adjar, Giusti, Deligny et compagnie. Enfin, enfin quand même, on parle de la F2. F1 2030, pas de débat. Ouais, ouais, pas de débat. Pas de débat. Moi, ça me va, hein. Franchement, puisque c'est le premier pilote de karting sur lequel j'ai investi, Matteo d'Auvergne.
Merci beaucoup, Julien Diave qui a offert un nouveau sub à Evan Gilter, à notre champion de Formule régionale Moyen-Orient. Avec cet argent-là que tu gagnes, Evan, avec cet argent-là que tu gagnes, tu peux peut-être aller décrocher un baquet en F3, on ne sait jamais. Ouais, 95e sub pour le numéro 95. T'as offert 95 subs dans. T'as offert 95 subs, c'est fou. C'est complètement dingue. Ah, je parlais de Munoz. Eh, Munoz, F1 2030. 2030. Il faut être un petit peu plus ambitieux pour notre ami Alex Munoz. Freck en 2026, F3 2027, F2 2020. Ouais, ouais, c'est vrai qu'F1 2030, ça paraît. Ouais. Ouais, 2029, mais ça fait short quand même. C'est vraiment un an à chaque fois, quoi. Euh, Ça fait un an à chaque fois. Allez, F1 2027. Allez. Attends, en vrai, attends, Munoz, il est né en 2009, 2009, 2009. Ouais, F1 2027, après, il loupe les premiers Grands Prix quand même, hein. Bon, on passe à la F2. Nous avons un nouveau champion de Formule 2, Leonardo Fornaroli, qui a été sacré un week-end avant la fin. Il devance Jack Crawford, Richard Verschoor, qui vont se battre pour la deuxième place du championnat avec Luke Browning. On a ensuite Alex Zem en cinquième position devant Lindblad, Pepe Marty, Beganovic, Victor Martins, qui est remonté au 9e rang suite à sa splendide victoire en course principale. Enfin, Sébastien Montoya est 10e devant Stanek, Durksen, Mini, Villa Gomez. Villa Gomez qui reprend un nouveau podium et qui est 14e devant Maini, Miyata, Goethe, Tsoloff qui fait son entrée dans le classement avec 6 premiers points. Cordil est devant Stenson qui a aussi marqué ses premiers points. Ensuite McTounif, Bennett, Esterson et notre ami Sian Shields qui va faire ses grands débuts dans un week-end de F1. Félicitations. P9, comme ça, il va pouvoir arracher le baquet Williams à Albon. Oui, je pense que ça change tout. Oui, je pense que oui, oui, sûrement. Je pense je vais ou soit en faire un thread, ou soit sur Twitter, ou soit une vidéo YouTube, parce que Fornaroli se prend quand même pas mal de. Je vais pas dire de haine, c'est peut-être un peu violent, mais n'est pas valorisé en fait. N'est pas du tout valorisé. Et alors, ou soit il y en a qui disent s'il est exceptionnel, il est générationnel, il a fait champion F3, champion F2, mais c'est niveau Piastri, c'est niveau Russell, c'est niveau. Ils sont très peu, ils sont très très peu. Et il y a aussi des pilotes qui sont là en mode il a rien à faire là, c'est n'importe quoi, il doit tout à la voiture, c'est n'importe quoi que McLaren le mette réserviste, aucun talent, etc. Il y a peut-être un petit entre-deux, vous vous en doutez bien. C'est peut-être le vice d'être chez Invicta, oui. Il a la meilleure voiture, à la fois en F3, à la fois en F2. Mais avec cette meilleure voiture, il arrive à être champion. Donc, c'est quoi la critique? La critique, c'est d'avoir eu, certes, le budget pour aller dans la meilleure équipe, mais il a fait le taf. Certes, sa première saison en F3, elle est pas bonne. Enfin, il fait 11e, ça va, c'est pas catastrophique non plus. Euh, et ses deux saisons enfin, sa saison en Freca avant est pas exceptionnelle, mais enfin, je veux dire, il fait le taf. Ça a toujours été un pilote très régulier. C'est peut-être pas le pilote sur lequel on s'enflamme plus. Et c'est vrai qu'on s'est, sur cette année de F2, on s'est beaucoup plus enflammé sur un Arvid Lindblad ou même sur un Alex Dunn, aujourd'hui 5e et 6e au championnat, que sur un Leonardo Fornaroli qui nous a jamais fait lever de notre chaise, quoi, ou de notre canapé. Fornaroli, c'est le gars régulier. Alors, avant, pendant très longtemps, pendant 4 ans, il y a eu une stat où il n'avait aucune victoire depuis la F4 italienne. Mais enfin, il a brisé sa stat, donc cette stat, donc il y a enfin des victoires. Certes, il n'y en a qu'une seule en course principale, il y en a deux en course sprint à grille inversée, mais voilà, ça reste bien, ça reste très bien, ça reste une victoire sur sa première année de F2. Certes, Invicta avait la meilleure équipe, avait la meilleure voiture, et on le voit, Roman Stanek en qualif qui bat parfois Leonardo Fornaroli, ça il faut le dire. Ok, Stanek, qui est d'ailleurs un pilote à sa troisième année de F2. Mais pas d'académie, pas de pub sur lui, pas de lutte acharnée, car souvent il passe devant et double très joliment, mais finalement pas de temps à l'écran. Oui, oui, mais on ne peut pas vraiment lui tomber dessus. On peut pas lui tomber dessus. C'est un très bon pilote. Il l'a prouvé. Certes, il a une voiture dominante, mais c'est vrai, on le voit pas. Ou alors, enfin, il est trop discret en fait. Il est trop effacé. On le connaît pas vraiment très bien, on ne sait pas trop d'où il sort. Malheureusement, enfin,
il a fait ce qu'il fallait pour prouver, pour mériter sa chance en F1, c'est sûr. Maintenant, il s'est jamais rendu waouh, il s'est jamais rendu incontestable, quoi. Il n'y a jamais eu de moment waouh, en fait. À part le dépassement pour aller chercher le titre en F3 à Monza sur Gabriel Mini, il n'y a jamais eu de moment waouh dans sa carrière. Mais c'est ça, on le voit pas en fait. On le voit pas et pourtant voilà, il fait le travail qu'on lui demande. Mais par exemple, je repense à quelqu'un qui a eu sa chance en F1 alors qu'il a eu le même parcours que lui, Jack Doohan, qui a fait Trident en F3, Invicta en F2, et et lui, il n'a pas été champion, à la fois en F3, à la fois en F2, il n'a pas été champion. Lui, il l'est. Donc, il a gagné la F2 dans la pire promo du championnat depuis longtemps. Je pense, après, voilà, ce qui pose souci, voilà, évidemment, enfin, vous le dites, c'est la F2. C'est la F2. À l'époque, Trident et Invicta étaient moins forts. Trident, Invicta, enfin, Trident, non, Trident, c'était déjà la meilleure équipe en 2021. D'ailleurs, il est de justesse vice-champion devant Clément Novalak. Euh, et Invicta, quand même, c'était déjà vachement, vachement fort, quoi. Mais ouais, le combo voiture plus niveau du plateau n'aide pas. Bah ouais, non, mais c'est ça, mais comment lui en vouloir à lui? Il est dans une voiture dominante, il gagne. Voilà. Ah oui, oui, début de saison 2023, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de frein. Bien vu. Bien vu pour Jack Doohan. Mais enfin voilà, il fait le taf qu'on lui demande. Maintenant, ce que je demande à voir, c'est sur des tests F1. Qu'est-ce que ça donne? Sur des tests F1, il y a des pilotes qui vont être beaucoup plus dans le dur et finalement, bah, on va voir que bon, bah, c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour moi, il mérite complètement un siège de réserviste en F1, que ça soit chez McLaren, que ça soit chez voilà, Cadillac, Audi, que sais-je. Voilà, il mérite un siège de réserviste. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne sera pas en F1. Malheureusement, voilà, ça serait pas le premier, ce serait pas le dernier. Voilà, Drugovic, Pourchaire, etc. n'ont jamais eu leur chance en F1. Pourtant, c'est pas le talent qui manque. Et je pense je classe Drugovic et Pourchaire bien plus haut que Fornaroli. Mais Fornaroli, voilà, il a fait le taf, il fait pas d'erreur, il est régulier. Mais voilà, on n'a pas de moment waouh. Alors que Drugovic et Pourchaire, pourtant, on en a eu des moments waouh. Voilà, on ne les compte plus, mais bon, il mérite plus qu'un certain Lens. Bah, à un moment, Stroll, il a mérité sa chance en F1. Mais voilà, comme on disait pour Tsunoda après 5 saisons, Stroll après quoi, 8 saisons, on a fait le tour. On a fait plus que le tour de la question. On l'a même fait plusieurs fois le tour de la question. Donc, euh, le truc, c'est qu'il y a déjà plus de place en F1 à part le baquet Alpine. Peut-être qu'il est très fort, mais tu veux le mettre où pour une place à moyen terme? Bah, c'est ça, il n'y a pas assez de place. Mais ça, enfin, si ça tenait qu'à moi, tu mets une F1 à 15-16 équipes et tout, je m'en fiche. Tu fais un système de préqualification. Alors certes, ça, tu vas peut-être ramener des Caterham, des HRT et tout comme à l'époque, et qui allaient pas tout le temps dans les 107% ou qui étaient largués. Mais au moins, ça donnait la chance à des jeunes pilotes. Drogovic, il méritait sa chance en F1. Pourchaire, il méritait sa chance en F1. Iwasa méritait sa chance en F1. Pourchaire, pardon, Fornaroli mérite sa chance en F1. Même des pilotes là qui vont être bloqués au statut de réserviste, voilà, style Luke Browning, il pourrait mériter sa chance en F1. Maintenant voilà, il n'y a pas assez de place et c'est le souci. Et il y a pas mal de vieux qui s'accrochent à leur de vieux, de vieux croulants qui s'accrochent à leur baquet, alors que on le voit quand on amène des rookies, ils sont directement dans le rythme. Quand ils ont fait des très bonnes performances avant, voilà, Antonelli, Berman, Adjar, Bortoleto, c'est une génération exceptionnelle qui est arrivée en F1. On a vu, même lors de certaines petites piges, euh, que quand on donnait la chance à des jeunes pilotes, même Colapinto fin 2024, Berman quand il arrive chez Ferrari, les jeunes sont directement dans le rythme. Donc voilà, il faudrait donner plus de chance aux jeunes, quoi. Donc 2027, il y a des vieux qui seront peut-être plus là et j'espère. Ouais, mais quand tu vois Cadillac ramène Bottas et Perez, vas-y, ça c'est toujours pas digéré, ça. Il y a des places, trop de renouvellement depuis 2025. Peut-être qu'on est trop gentil avec les pilotes F2 par rapport à avant. Hmm. Non, je sais pas. Je saurais pas trop dire, mais enfin, on est gentil parce que on voit que dès qu'ils ont une chance en F1, ça performe. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc voilà, là il est troisième pilote de McLaren. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense pas que ça va déboucher sur quelque chose en F1, mais
Avant un P3 au championnat de F2, on s'en foutait pas. Jules Bianchi était troisième de F2. Il a même peut-être été 2 fois d'affilée d'ailleurs. Et pourtant, c'était considéré comme l'un des plus gros talents, etc. Oui, Cadillac, il y a un contexte, etc. Je sais bien, on en a déjà parlé du sujet Cadillac, mais voilà, je trouve pas ça très intéressant. Ça serait bien une catégorie typiquement comme la FE, promue par la F1 comme une F1 moins bonne, où tu peux aller piocher. Quand tu vois Barnard, je me dis qu'est-ce qu'il lui manque pour avoir des tests en F1. Mais Barnard, mais oui, Taylor Barnard, il aurait mérité sa chance en F1, carrément. Carrément, carrément. Mais, mais voilà, mais le switch qui est en train de s'opérer autour de la F2, où tu vois pas mal de pilotes différents, de backgrounds différents, comme Ritomo Minata, qui a déjà tout gagné au Japon, que tu vois Colton Herta arriver, que tu vois peut-être Kalle Rovanperä arriver, tu te dis peut-être que la F2 est en train de changer dans un pour passer dans quelque chose de plus professionnel, avec des pilotes plus installés qui essayent d'avoir leur chance en F1. C'est peut-être voilà, ouais, c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer en F2, qui est très récent. Maintenant, pour que ça soit durable, il faut que la F2 change intrinsèquement et que tous les problèmes de moteur mécachrome, de fiabilité, d'inégalité entre les voitures, ça soit réglé, puisque pour le moment, c'est pas possible. Oui, malgré les polémiques d'équité bah, et de fiabilité, je veux dire, on l'a encore vu ce week-end, c'est pas sérieux. Euh, c'est pas sérieux et c'est pas sérieux. Mais du côté des pilotes, il y a un switch qui est en train de s'opérer et qui fait qu'on pourrait arriver sur une F1 avec des bons pilotes, avec des pilotes déjà professionnels en quelque sorte. Je sais pas si je suis pour ce changement, mais c'est un changement qui est intéressant à noter, quoi. Voilà. Il y avait d'autres pilotes évidemment en dehors de Fornaroli, Crawford et Browning. Ils ont eu des week-ends compliqués, mais ils sont complètement passés à côté de leur qualif. Ça a été très 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 difficile. Hello, le changement de la F2 passera par un nouveau leadership car on ne peut pas dire que Bruno Michel a fait du très bon travail. Oula, oula. Ouais, oui, oui. Euh, voilà. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ou en tout cas, il en a peut-être fait du très bon travail à un certain moment, mais voilà, au bout d'un moment, il faut changer les choses. Les conflits d'intérêts entre Bruno Michel et Meka Chrome, c'est plus possible. Il faut changer, il faut renouveler les personnes. Il a peut-être fait du très bon boulot à un certain moment. Je ne suivais pas les formules de promotion à cette époque, j'étais beaucoup trop jeune. Mais voilà, au bout d'un moment, les choses doivent changer. Ça doit rester un championnat de promotion. Bah ouais, tu mets les meilleurs jeunes pilotes de la. Enfin, ouais, je sais pas, faut trouver un bon intermédiaire, je pense. Euh, Je pense pas que ça serait possible, mais un championnat à part qui serait européen et équivalent à la F2, ça pourrait éviter les catastrophes. Mais comment être attractif si c'est pas organisé par la F1? Ouais, bah là, un Grand Prix, on en parlait en début de, on en parlait au début de live. Bruno Michel, il dirige la F2 depuis quand? 2017? Non, alors facilement 2005, puisque c'était lui à l'époque de la GP2. Mais mais il y a même des, enfin, il y a même des trucs des années 90 où c'est lui, enfin avec Briator, au niveau de Mecachrome, enfin qui sont derrière Mecachrome, qui sont actionnaires, lui Briator et Bruno Michel avec Mecachrome dans les années 90. Maintenant qu'ils soient en tête du championnat, euh, oui, alors minimum 2005. Maintenant donc avant la GP2 c'était la F3000. Je sais pas, Bruno Michel. Je sais pas, je le trouve pas facilement en tout cas comme ça. Je sais pas. En vrai, Natoon 28, on crée un championnat comme la Super Formula, on l'appelle l'Euro Formula, et on a déjà un championnat en support qui collerait bien avec. Moi, je suis partant. Pour faire de l'Euro Formula un vrai championnat sympa, alternatif et européen, enfin, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa, mais bon. Crawford et Browning, ça a été un week-end très galère de leur côté au Qatar, mais au moins, go créer la F2 française. Allez. Au moins, ils ont validé leur super licence, car ils ont le top 5 sécurisé au championnat. Pour Victor Martins, une fin en beauté. Alors certes, il reste encore un week-end l'Euroformula Closed pour concurrencer l'Euroformula Open. Mais non, mais d'ailleurs, l'Euroformula Open, c'est complètement débile que ça s'appelle l'Euroformula Open, car l'un des principes de l'Euroformula Open, c'était que ça soit open, que ça soit justement différentes voitures, différents moteurs. Euh,
chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il n'y a que des Dallara de la même génération, avec que des moteurs Toyota, je présume. Euh, donc, enfin, avant, il y avait Mercedes, il y avait Volkswagen, il y avait plein de motoristes différents, et des F3 de différentes générations, différents constructeurs, même à une certaine époque, mais ça commence à dater. Euh, donc voilà, petite parenthèse. Victor Martins, une fin en beauté, voilà, sur un circuit très particulier, il a réussi à finir avec une victoire en feature race. On rappelle, c'est que sa deuxième victoire en feature race en 3 ans de F2, ça paraît complètement dingue, et sa troisième victoire en 3 ans de F3, en 3 ans de F2. C'est une anomalie folle, mais enfin quand même une victoire, elle fait vraiment vraiment plaisir. Ouais, ouais, il a gagné que 3 fois en F2, c'est complètement dingue. C'est fou. Euh, c'est fou. Il y avait aussi cette statistique dont je vous avais parlé après, au niveau de la fin de saison de F3, que la France n'avait gagné aucune course cette année en F2, F3 ou dans un championnat de monoplace mixte en support de la F1. Et que ça aurait pu être la première fois depuis la F3000 justement en 2004. Et depuis 2005, il y avait toujours eu un Français au moins vainqueur. Je commençais à me fabriquer des lots de consolation en mode oui, certes, cette statistique depuis 2004, ça fait un petit peu tâche, mais dans le même temps, bon, Justy et Naël ont eu des super saisons en F3. Mais surtout, on a gagné le Grand Prix de Macao, on a gagné la Coupe du Monde de F4, la F1 Academy qui est en support de la F1 a été gagnée par une Française, Dorian Pain, la Porsche Super Cup qui est pas de la monoplace mais qui est en support de la F1 a été gagnée par un Français, Alessandro Ghiretti. Voilà, je commençais à me trouver des lots de consolation, mais au final, Victor Martins vient nous sauver de cette statistique. Donc, merci beaucoup, ça fait du bien. Si ça peut rappeler à certaines personnes qui il est, ça peut faire du bien aussi. On rappelle aussi sa victoire à la course, à la Coupe des Nations, à la course des champions avec Sébastien Loeb en début d'année. Euh, voilà, sa course, en plus, elle est vraiment exemplaire. Il prend un départ exceptionnel sur Leonardo Fornaroli. Il crée un écart de 5 secondes très rapidement face au champion de F2. C'est top. C'est top. C'est une grande victoire. Et en espérant que ça puisse être le déclic pour que Alpine puisse le reprendre en WEC du côté de l'hypercar. Ça serait une excellente nouvelle. On sait qu'il l'a testé en Indy Next. On sait qu'il fait partie des candidats pour Alpine en WEC et on espère avoir des bonnes nouvelles bientôt. Euh, on n'en parle même plus hein, à force, mais voilà, la F2 encore un lot de casse mécanique habituel et surtout le point fort du week-end, on va dire, ça a été cette safety car après la panne mécanique d'Oliver Goethe. Safety car en milieu de course qui ne regroupe pas le peloton, ce qui fait que du coup il y a quatre pilotes qui se sont pas arrêtés et Martins Fornaroli qui arrive juste derrière. Mais tous les pilotes qui se sont arrêtés, normalement, ça aurait dû les avantager parce que bah, c'est une safety car. Euh, et au final, bah, ils ont été complètement piégés. Donc, enfin, tu mets pas une safety car pour un seul tour. Et si tu mets une safety car, c'est parce que tu considères qu'il y a des choses à faire et qu'il faut regrouper le peloton pour pouvoir intervenir sur la piste, etc. Là, ce qu'il fallait mettre, c'était une virtual safety car. Voilà. Je sais pas, on a créé une virtual safety car il y a quelques années. C'est dans ce genre de situation. Donc bon, pour une fois, on va pas trop se plaindre, puisque pour une fois, ça avantage Victor Martins, puisque clairement Victor Martins, sa course aurait été ruinée, car des pilotes comme Arvid Lindblad, etc., seraient arrivés derrière avec des pneus tout frais et auraient probablement doublé Martins et Fornaroli. Mais ouais, pour une fois, il a eu de la chance. Je cherche plus à comprendre. Les tops et les flops du week-end. Bon, parmi les tops, forcément Nicolas Tsolov, quelle première 5 dixièmes devant Arvid Lindblad en qualification. Arvid Lindblad qui passe en F1. Bon, voilà, avec quel niveau de confiance, je ne sais pas. Alex Dunn, pas du tout gêné par son nouveau coéquipier et enfin un week-end propre, c'est très 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 positif, bravo à lui. Oliver Goethe, vous savez que j'ai tendance à diminuer ses performances, mais il n'empêche, il a été très bon lors des qualifications, héros des qualifications, meilleur temps des qualifications, mais au final 0 point à l'arrivée avec notamment une casse mécanique sur la course principale. Donc dommage pour lui. Harvey Lindblad sauve quand même les meubles avec une safety car bien placée qui lui fait accrocher une quatrième place. Mais on va... Voilà. Enfin...
voilà, il s'est fait dominer par Tsolov du début jusqu'à la fin, c'est pas sérieux. Les tridents, on n'en parle pas, hein, mais voilà, James Wharton et Lawrence Van Eupen étaient présents en fond de grille et ont passé leur temps à s'accrocher. Comme bah, au moins ça donnait du temps d'écran au trident, on va dire. Et Ritomo Miyata, voilà, saison galère du début jusqu'à la fin, et là il peut même pas spécialement blâmer son équipe puisque Victor Martins, vu les performances de son coéquipier Victor Martins, voilà, voilà. À un Villagomez près, Tsolov faisait podium, c'est vrai. Bon, ça a été classé comme incident de course et Tsolov en a pas voulu. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir. Alors, qu'il y a eu un accrochage en course sprint dans le dernier tour. Pour moi, je suis d'accord que bah, enfin, Villagomez était fautif puisque Villagomez sort de la piste et va accrocher Tsolov. Tsolov a dit non, je lui en veux pas, c'est un incident de course. Peut-être que c'est un signe que Tsolov est vraiment en train de prendre de la maturité et que voilà, il est en train de mûrir et de devenir un pilote crédible pour la F1 2027. En tout cas, s'il continue le genre de performance qu'il a faite là au Qatar, s'il continue ça l'an prochain, et bah il sera un candidat pour la F1 en 2027. On lui y croyait plus il y a un an, il y a 2 ans, etc. Mais avec Red Bull, il s'est complètement relancé. Voilà, donc j'ai trouvé Tsolov très, très mature, ce qui a rarement été le cas ces dernières années. Voilà, je demande à continuer à être surpris, parce que c'est un pilote que j'apprécie malgré ce qu'il a pu faire par le passé, notamment à notre chouchou Jules Caranta. Tsolov, il veut être dans le meilleur mood pour 2026. Moi, je dis c'est le renouveau, le line-up Tsolov Hadjar en 2029 pour le titre. Attention. Je sais pas, où est-ce que tu mets Lindblad? Est-ce que ça veut dire que Lindblad explose en plein vol, etc. Je sais pas, mais Tsolov, s'il continue comme ça en F2, il va être un candidat pour la F1 en 2027. Et donc, Lawson, Lindblad, même Hadjar, même si on peut considérer que je pense quoi qu'il arrive chez Red Bull, peut-être qu'il sera rétro. Enfin, même si ça se passe de façon horrible chez Red Bull, il sera peut-être rétrogradé chez Racing Bulls d'abord. Euh, je pense que Lawson, il a un an, il a enfin un contrat d'une année pleine en F1 chez Vcarb. Mais attention, je pense qu'il y a des Tsolov il y a un Tsolov qui va être prêt à bondir si besoin, quoi. Je sais pas s'il lui faudra 2 ans de F2, puisqu'en soi, il a déjà fait 3 ans de F3. En 3 ans de F3, on a vu énormément de développement avec lui. Je sais pas s'il aura besoin de 2 ans de F2. Peut-être, hein, mais ce qu'il a montré sur ce premier week-end, c'est vraiment top, top, top. Les derniers enjeux, parce que oui, il y a encore un dernier week-end à Abu Dhabi. Les derniers enjeux. J'avais fait un thread sur Twitter et sur Blue Sky avant le Qatar pour dire les derniers enjeux. Notamment, bah, les derniers enjeux, c'était la légitimité de Lindblad. S'il fallait prouver qu'il a sa place en F1, bon bah, tant pis, il est déjà annoncé officiellement. Il y avait la bataille au titre, évidemment. Il y avait la super licence. Crawford et Browning l'ont sécurisé, Fornaroli aussi. Du coup, qu'est-ce qu'il reste pour Yas Marina? Euh, le truc, c'est que si Lawson n'est pas fameux, t'as un Tsolov qui a déjà pris l'expérience et maturité connaissant Red Bull, ça se tente. Oui, oui. Euh, je me suis creusé la tête, hein. Je trouve pas d'enjeu à ce week-end de F2. Et enfin voilà, t'as Alex Dunn qui est cinquième à la rigueur. Lui, il pourrait aller chercher la super licence, mais de toute façon, c'est trop tard. On sait qu'il n'y a plus de place en F1 pour 2026. Mais il pourrait aller chercher une super licence, mais ça voudrait dire aller chercher le top 3, puisqu'il a 0 point de super licence, enfin, pardon, 1 point de super licence, vu qu'il a fait une séance d'essai libre 1. Il a 21 points à aller chercher pour aller accrocher le top 3, donc ça va pas être évident en un seul week-end. Verschoor, il a besoin d'un top 4 pour la super licence. Bon, ce qui lui est pas très utile, hein, même s'il a rejoint McLaren, c'est pas dans une optique F1. Il a besoin d'un top 4 et normalement il est très bien placé pour l'obtenir. Euh, il y a un rookie, il y a Tassanapol Intrapuasa qui va faire ses débuts chez Trident. C'est les seuls enjeux que j'ai trouvés à ce week-end. Donc, euh, donc voilà, autant vous dire que ça va pas être le week-end le plus palpitant. La dernière de Martin en F2 évidemment. Et voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur Yas Marina. La lutte à la P14 au championnat pour Sian Shields, il fait victoire, plus pole, plus les 2 meilleurs tours, plus podium en sprint. Oui, bien sûr. Courage au commentateur pour prononcer son nom. Non, Tassanapol Intrapufasak, en vrai, c'est des syllabes simples. Franchement, et puis surtout que les commentateurs le connaissent déjà de la F3, notamment Anthony Drevet. Mais voilà,
Il y a des noms qui sont compliqués, il y a des noms qui sont très compliqués. Et voilà, et t'as un peu une Trapourasa qui fait pas partie des noms très compliqués. Vraiment, c'est des syllabes simples. S'il y a un retour un jour d'un Ismail Kouja Ahmed Kodjaev, je vous avoue, je peux comprendre. Mais bonjour le chat en retard. J'ai manqué quelque chose aujourd'hui dans le monde de la F1. Oui, tu as. Vraiment, c'était l'annonce de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Euh, Ouais, il y avait un commentateur en F3 qui avait refusé de le prononcer un week-end. Je me rappelle plus c'était qui, mais ouais. Ouais. Bah, Biron Magdi, alors c'est très dur à écrire. Et d'ailleurs, je crois que FCB Nova 7, t'as oublié un H quelque part. Mais c'est très dur à écrire parce que, oui, enfin voilà, avec les H. Mais à l'oral, Nanda Wood Biron Magdi, il y a beaucoup de syllabes, certes, mais ça se fait. Alors que Ismail Kodja, Ahmed Kodjaev, s'il vous plaît, voilà. Vraiment, moi, je regrette le temps de la GP2, je crois, en 2011. Parce que là, on a une pause complètement débile de 2 mois entre Bakou, entre la fin de la saison européenne au sens large, et la saison au Moyen-Orient. C'est. Et moi, je regrette que la F2, ça ne s'arrête pas en septembre, à Bakou par exemple. Et à l'époque, en 2011, je crois que c'est 2011 ou 2012, t'avais un, t'avais un dernier week-end, t'avais un dernier week-end bonus, un week-end hors championnat. Ça peut être 2 week-ends hors championnat. Tu peux faire une GP2 Asia par exemple. La GP2 Asia c'était plutôt en début de enfin, en début d'année. Et tu peux faire une GP2, une F2 asiatique si tu veux. Et ça permettrait à plein d'équipes de faire un turnover. Puisque là, Martin, ça sert à rien qu'il roule. Plein de pilotes, ça sert à rien qu'il roule pour cette fin d'année. Pepe Marty d'ailleurs ne fait pas la fin de saison parce que ça ne lui sert à rien, il est déjà parti en Formule E. Et voilà, on sait pas à quoi servent ces derniers week-ends. Et là, ce dernier week-end, il ne sert à rien, tout simplement. Donc moi, je regrette. Enfin, voilà, c'est un peu la GP2 Asia, donc une F2 asiatique. Mais enfin, je me rappelle, ça s'appelait GP2 Final. Et je sais pas, je trouvais ça sympa. Tu testes des pilotes en vue de l'an prochain et tout, c'est chouette. Et ça s'était fait à Abu Dhabi. Et, euh, et voilà. Marty sera titulaire en FE. Oui, il roule avec bah, ce week-end, oui, avec Cupra. C'est pour ça qu'il manque la fin de saison de F2. Mais voilà, je regrette ça et j'espère que ça pourrait revenir un jour, mais je pense qu'il doit trop y avoir d'enjeux financiers, il faut que la fin de saison elle soit à Abu Dhabi, etc. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Mais ça peut être une idée sympa. Allez, beaucoup plus rapidement, et on s'approche petit à petit de la fin du live. La Formula Trophy, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un championnat de F4. Le logo est absolument immonde, le nom n'a aucun sens, Formule Trophée, ça veut rien dire. Mais c'est un championnat de préparation à la F4 Emirati, qui est le vrai championnat FIA, qui est là de janvier à février. Enfin, de vrai championnat en septembre et un autre titre bonus avec ces 2 week-ends. Bah ouais, c'est top ça. Enfin voilà. Euh, le train Aksoy arrive. Je suis dans ce train. Je conduis ce train. C'est pas un pilote français, mais très 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 intéressé par les débuts de Alp Aksoy. C'est pas un pilote qui avait fait des étincelles spécialement au karting par rapport à un Christian Costoya, par rapport à un Dries Van Langendonk, etc. Mais en test, là, le pilote turc, Alp Aksoy, qui a 15 ans seulement, c'est très solide. Et là, bah, il a fait son premier week-end, c'est très solide. Et il aurait dû faire une double victoire avec double pole et un top 5 en grille inversée, mais il a eu une pénalité pour faux départ sur sa première course, donc il fait P6. Mais retenez ce nom, voilà, retenez ce nom. Alors évidemment, la concurrence est assez peu relevée, il n'y a pas beaucoup de pilotes de référence. Il y a à la rigueur un Adam Alazari qui a fait 6ème de F4 britannique, Rowan Campbell Pilling, lui il a fait 10ème de F4 britannique. Bon voilà, il n'y a pas beaucoup de pilotes références, mais des débuts très 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 intéressants. Ouais, pilote turc, c'est super rare en monoplace. Bah, il y a Cembolo Bassi, il y a Ayhan Senguven, je ne sais pas comment on le dit, mais voilà, vous avez compris l'idée. Euh, Franchement, Franchement, petite hype. Petite hype, franchement. Mais à voir ce que ça donnera dans un vrai championnat sérieux. Déjà ce week-end, donc la Formula Trophy va être en support de la F1 et de la F2 Ayas Marina. Et il y a notamment l'arrivée de Alexander Bondarev, qui, bah, voilà, jeune pilote Williams, et qui a eu une saison de F4 italienne dans les pattes, où il a déjà gagné des courses. Même si sa saison est complètement ratée, il a gagné des courses. Voilà, ça va être un bon niveau pour voir.
quel est le niveau de ce pilote turc qui sort un petit peu de nulle part? Alors, il sort pas complètement de nulle part, il a déjà fait un podium, notamment cette année en karting international, on va dire. Écoutez, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très intéressé par ce pilote en tout cas. Et oui, on n'en a pas parlé, mais il y a une féminine qui a gagné la course à grille inversée, Peyton Westcott, qui normalement devrait rejoindre Prema en F1 Academy. Avec quelle académie? Bah, le chat parlait de Mercedes, donc pourquoi pas. Voilà, une pilote a remporté une course mixte en F4. Je pense que c'était pas arrivé depuis Dorian Pain, avec l'exception de Rafaela Ferreira qui gagnait en F4 brésilienne, mais là aussi c'était pas un niveau exceptionnel. La F4 saoudienne aussi qui termine son championnat à Jeddah, on va passer très très vite dessus, mais Kit Belowski, pilote britannique de 15 ans, est déjà sacré champion car Al-Azhari et Lindblom sont occupés à Yas Marina en Formula Trophy justement. Il y a aussi Thibaut Ramakers, il y a aussi Chiara Bettig, la pilote suissesse de chez Red Bull. On va espérer peut-être un premier podium pour Ramakers, espérer peut-être un premier podium pour Bettig aussi. Voilà. À noter qu'il y a le jeune pilote Red Bull, Christopher Elfegali, un pilote libanais qui va participer à cette dernière manche justement, avec le soutien de Red Bull. T'as pas suivi la F4 saoudienne? Bah t'inquiète, moi je la suis que pour Thibaut Ramakers et Chiara Bettig, autant te dire que ça se passe pas comme prévu. Thibaut Ramakers, pilote wallon, champion du monde de karting. On reste un petit peu sur notre fin. Après, c'est un championnat particulier avec un setup fixe pour tout le monde. Peut-être que le setup ne convient pas à Ramakers, je ne sais pas. On verra ce que ça donnera l'an prochain pour Ramakers et espérons qu'il pourra débloquer des gros résultats ce week-end. Un petit point karting, finale de F4 indienne la semaine pro, évidemment, avec Sachel Roche qui joue le titre. Le point karting, voilà, juste pour parler un petit peu des dernières performances de nos Français. Stan Ratajski, le pilote franco-polonais de 12 ans, a remporté le prestigieux Trofeo delle Industrie en catégorie mini, comme des Robert Schwarzman, des Antonio Giovinazzi, des Logan Sargent, ou de façon plus récente, Noah Baglin ou Filippo Sala, qui sont des top pilotes actuels dans les plus hautes catégories du karting et qui devrait pas tarder à passer en monoplace dans les prochaines années. Amine Pantoli, vous le connaissez peut-être via Instagram, via les médias généralistes, on va dire, qui roule aux Émirats Arabes Unis en Champions of the Future Academy, championnat qui a vu d'ailleurs Julien Febroux passer dans le paddock, vu que c'est juste à côté du circuit, enfin juste à côté, c'est dans le même pays que la finale de F1. Julien Febroux est passé dans le paddock. Amine Pantoli a fait un premier podium dans la catégorie des moins de 10 ans. Félicitations à lui. On a aussi un Français qui joue le titre dans la catégorie au-dessus en OKN Junior, malheureusement. Donc ça se joue aujourd'hui et demain. Ça se joue en semaine. Malheureusement, voilà, la première journée a été compliquée pour Mani Nuvolini, jeune pilote Mercedes de 12 ans. Et voilà, il faudrait vraiment un exploit pour aller arracher le titre demain. Voilà, et on a aussi la finale mondiale des coupes de marque Rotax, donc les Rotax Max World Finals avec plusieurs pilotes français engagés à Sakir, au même endroit que le complexe F1, on va dire. Amine Pantoli, je sais pas comment c'est niveau finance, il y a quelques mois il disait Caput et récemment ça parlait de sponsors quand ça annonçait une nouvelle course. Vous savez, ça marche. Il y a beaucoup de pilotes qui marchent comme ça hein, sur Instagram ou sur Facebook, etc., qui vont dire ah c'est fini, on n'a plus de budget, etc., et qui au final arrivent à trouver du budget miraculeusement. Souvent, quand on dit que c'est compliqué pour le budget, c'est quand même que on peut finir la saison, qu'on a d'autres choses, etc. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. On a ce genre de même cas en monoplace aussi, quelques pilotes français qui disent pareil. C'est pas voilà, ça m'embête un peu ce genre de choses, puisque à force de crier au loup, en disant ah on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, faut nous en donner maintenant, mais que dans le même temps tu fais des courses très loin, possiblement un peu cher, bah ça fait qu'on te croit plus quand il y a plus de budget, quand il y a vraiment plus de budget. Maintenant voilà, Amine Pantoli, ça reste un bon pilote, mais ça reste un pilote extrêmement jeune surtout, donc voilà, on va le laisser grandir. Ça reste des débuts corrects, des débuts sympas maintenant. C'est un 2015, hein, il a le temps de voir venir. Je vous laisse avec tous les horaires du week-end, avec notamment la F1, avec notamment la F2, avec notamment la Formula Trophy, la F4 saoudienne et les Rotax Max Grand Finals à Bahreïn, avec notamment plusieurs pilotes français engagés dans la catégorie junior.
Antoine Grisel, Gabriel Canal, le fils de Julien Canal, Gabriel Canal étant le champion de France en titre, Lenny Robio Lagache et Owen Baroni. Ça fait 4 ans que je le follow sur Insta. Non, mais tu te rends compte? Enfin, ouais, c'est disproportionné l'exposition médiatique qu'il a, mais bon, tant mieux pour lui. Donc voilà, vous avez tous les horaires qui ont dû être postés sur Twitter et sur Blue Sky si ça a bien marché il y a 8 minutes normalement. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai réussi quand même, alors 20h08, on dépasse un petit peu, mais j'ai réussi à aborder tous les sujets en 1h30 globalement, même si on a été un petit peu rapidement sur les derniers championnats, mais voilà. Ah, je ne sais pas quand sera le prochain live. Je pense qu'on va peut-être faire un. euh, je pense qu'on va quand même faire un live de live 2. Possiblement la dernière course de F2 de la saison le dimanche. Je pense que ça peut être sympa. Euh, Merci, ça m'a fait tenir 2 heures pendant que je m'ennuie au boulot. Bah, force à toi. Super live, bah, merci beaucoup, vous êtes super gentil. Il y avait vraiment beaucoup de monde, vraiment beaucoup, beaucoup de monde sur le live. Évidemment, il y avait tellement, tellement de choses à évoquer. La rediffusion arrive sur YouTube dans la soirée. Euh, mais voilà, prochain live, je pense qu'on streamera une des courses de F2. Euh, mais l'Océanie, la frotte, non, l'Océanie c'est en janvier-février, hein, ne t'en fais pas. Et j'imagine, je pense de toute façon, selon l'actualité, on refera un live la semaine prochaine de toute façon. Il y a toujours des tests. Il y a des tests encore en Europe jusqu'au 19 décembre. Donc voilà, merci beaucoup Julien pour qui met le lien de la chaîne YouTube pour les rediffusions. N'hésitez pas, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur Dorian Pain, notamment il y a une bonne semaine, une dizaine de jours désormais, qui a explosé les compteurs et qui a battu le record de vues de la chaîne. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Et bah voilà, écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Merci beaucoup à vous d'avoir été aussi nombreux sur le chat. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky. Merci d'avoir été aussi nombreux. Moi qui suis en habitué de la rediffusion, c'est super cool aussi en live. Et ben écoute, tu es le bienvenu aussi bien sur YouTube que sur Twitch. Voilà. Et les gens sur Twitch, vous pouvez aussi découvrir ce que je fais sur YouTube parce que sur YouTube, je fais aussi quelques petites vidéos bonus en plus. Comme celle sur Dorian Pain notamment, ou celle sur Saint-Eloque, ou sur Colton Herta, bref, plein, plein d'autres. Donc merci beaucoup à vous sur YouTube qui me regardez en rediffusion, merci beaucoup à vous sur Twitch en live. Passez à tous un excellent week-end de course. Je vous tiendrai au courant des prochains lives. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bye bye.